merci à tous. Comme je vous le disais, la période est assez critique parce qu'on n'a jamais connu, elle n'a jamais été aussi dense en termes de choc par rapport à ce que ça va impacter, enfin les conséquences sur notre économie. Et donc, de fait, le gouvernement a été très réactif et donc BPI France, qui est quand même le bras armé finalement de l'État, hein, qui va mettre en place les dispositions, les différents dispositifs pour aider nos entreprises, qu'elles soient structurées plus grandes ou alors les plus jeunes, et en particulier aussi dans la tech, hein, toute la partie start-up. Il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place afin de pouvoir garder une dynamique et surtout de pallier les difficultés à venir là pendant ces 4 à 6 semaines. En tout cas, on espère que fin avril, tout ça s'arrête et qu'on puisse reprendre une activité peut-être pas normale, mais en tout cas qui repart assez rapidement. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, donc le ministre Cédric O a annoncé donc un plan de 4 milliards d'euros, donc sur la partie d'aide directement aux entreprises. Donc là, je ne parle pas de la partie chômage partiel, hein, qui représente déjà plus de 8 milliards et qui va être portée un peu plus aussi. Donc ça, j'en parle pas, ce sont des aides directement gérées par le ministère de l'économie. Là, je parle des aides, des dispositifs directement pour les entreprises. Et il y a plusieurs typologies d'aides, donc je voulais juste vous les lister aujourd'hui pour que vous les connaissiez et de voir comment elles peuvent se mettre en place ou s'adapter en fonction des besoins de vos startups ou de vos entreprises, pour ceux qui ont des PME ou des ETI un peu plus importantes. Ce qui est très important de comprendre, alors nous on fonctionne beaucoup, enfin tout le temps, en matchant, enfin on va matcher une aide avec un prêt qui a été obtenu par une banque. C'est-à-dire qu'en fait, le pays ne va jamais agir seul dans un dispositif, il va toujours venir s'ajuster et renforcer un prêt qui a été mis en place par une banque. De fait, on a fait des prêts garantis à 90%, c'est-à-dire qu'en fait, le but est de montrer que la banque peut se permettre de vous prêter de l'argent, puisque le prêt est garanti à hauteur de 90% jusqu'à 300 000 euros. Au-dessus, on peut faire un prêt qu'on va garantir aussi, mais sur des garanties plus standards, plus classiques, jusqu'à 90%. Si vous empruntez 200 000 euros, il y a 180 000 euros qui sont garantis du coup par BPI, ça vous permet uniquement d'être à risque que sur 20 000 euros et du coup de forcer un peu la main à votre banque pour qu'elle vous prête et avoir un peu d'argent pour cette période d'exploitation qui est un peu plus compliquée, ou avoir un peu de BFR pour certains qui en ont besoin pendant cette période-là. Donc ça, c'est la première chose qui a été mise en place. Donc, le prêt à obtenir auprès de votre banque d'abord pour avoir le reste des aides. Le reste des aides, vous avez donc le prêt à tout. C'est un prêt qui va de 50 000 euros à 50 millions d'euros, donc en fonction de la taille de votre entreprise, 50 000 à 50 millions, qui va dépendre si vous avez au moins un exercice clos, donc comme une entreprise qui a déjà même les plus jeunes, on va dire, parce que juste une année on demande, c'est pas énorme, et surtout qui va venir s'ajouter au prêt de votre banque qui va vous être donné. Donc ça, c'est le premier dispositif. Il y a également aussi un prêt rebond. Ça, c'est plutôt un prêt qui a été mis en place et dont les régions ont contribué. Donc, c'est beaucoup plus petit ticket qui va de 10 000 à 60 000 euros. Donc, c'est beaucoup moins important. Mais pour les TPE, ça peut forcément aider. Donc, prêt rebond, prêt à tout. Ensuite, on a le PGE. Donc, le PGE, c'est le prêt. C'est sur le modèle du PGE, c'est le prêt soutien innovation. Et donc ça, c'est pour les startups innovantes. Startups innovantes ou PME innovantes. La seule chose pour ce prêt soutien innovation, ce PSI, il a été limité à 25% du chiffre d'affaires. Donc, je vous laisse compter, hein, mais une société qui fait 1 million de chiffre d'affaires, elle peut avoir un prêt jusqu'à 250 000 euros, ou alors qui est égal à 2 fois la masse salariale. C'est-à-dire qu'on prendra ce qui est le plus en faveur pour l'entrepreneur ou pour la startup. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre, on prendra le montant le plus important entre 2 fois la masse salariale ou 25% du chiffre d'affaires. Ça, c'est pour le PSI. Je parle de PSI parce que nous, on avait un modèle de prêt PGE qui du coup se ressemble chez nous, enfin qui se base sur les mêmes conditions. Donc, là maintenant, ça s'appelle le PSI, le prêt soutien innovation. Donc ça, c'est l'autre dispositif qui permet, alors tout ça est cumulable, hein, donc tous ces dispositifs sont cumulables, qui permettent de ne pas avoir de limite, mais qui sont à chaque fois soit contraints, oui, donc la réponse est peut-on cumuler plusieurs dispositifs? La réponse est oui, on peut les cumuler, simplement il faut à chaque fois avoir soit un accord de votre banque pour amorcer en tout cas le premier, c'est ça qui est important.
En revanche, il y a quelque chose de nouveau qui a été mis en place la courante semaine dernière, qui est donc le French Tech Bridge. Donc là, c'est typiquement uniquement pour les startups qui étaient soit en cours de levée de fonds, qui est en train de faire un tour de table, et s'il y avait ou s'il y a un VC, un fonds d'investissement qui se retire du tour de table pour combler le manque, parce que donc, encore une fois, BPI investit à côté de différents investisseurs. Si un investisseur se retire, nous, on viendrait prendre le relais, en tout cas, sur cette partie-là, sous la forme d'OC. Donc les OC d'obligations convertibles sur des standards de marché assez classiques sur les conditions, qui permet simplement d'être réactif et de le faire rapidement. Donc ce French Tech Bridge, alors il est de 80 millions d'euros, et il va être fait uniquement pour les startups qui étaient en cours de levée de fonds. C'est pour ça qu'il est un peu plus petit, que l'enveloppe est un peu plus petite, parce qu'il n'y a pas non plus... toutes les startups n'étaient pas en train de réaliser un tour de table au même moment actuellement. Donc l'idée, c'est juste de maintenir en tout cas l'activité sur cette période de mars-avril, et je parle de l'activité de levée de fonds pour les startups, parce qu'on sait que ce sont des entreprises dont le modèle économique repose, le modèle économique en lui-même repose sur le fait de consommer beaucoup de cash, parce qu'on va pour atteindre soit une attractivité, une position, avoir un nombre d'adhérents, un nombre d'utilisateurs. On est dans une méthode de toujours d'être en burn rate avec un cash burn mensuel très important. Et c'est le modèle économique des startups, on le sait, mais donc du coup, sur un mois et demi où il y a une grosse claque, c'est elles qui sont aussi les plus sensibles. Donc on essaie vraiment de maintenir, de consolider l'activité. On a demandé à tous les fonds avec qui on est partenaire, parce que je vous rappelle que BPI France est aussi investisseur, donc souscripteur des fonds d'investissement, la plupart des fonds d'investissement de la place. Et donc du coup, on leur a demandé à tous de bien maintenir l'activité. Ils ont tous répondu présent, donc enfin tous. Une bonne partie disent oui, on continue. Ça fait partie aussi du cycle du capital risque, c'est d'avoir des cycles un peu plus mous et du coup d'avoir un rebond à ce moment-là pour qu'ils continuent à investir pendant cette période-là. On espère, on estime qu'ils vont le faire, c'est un peu l'enjeu qu'on leur demande. On a fait aussi des choses assez importantes. Donc on a fait un assouplissement pour toutes les startups qui avaient déjà des prêts BPI France, qui étaient donc au préalable. On a fait un décalage des mensualités de 6 mois. Donc là, pendant 6 mois, il n'y a plus d'appels d'échéances qui sont demandés. Donc ça, c'est encore une fois pour assainir les risques de trésorerie ou de liquidité au sein de la société. Ça, c'est une des premières choses qu'on a mis en place. On a également, je regarde un petit peu pour voir si je n'oublie rien, on a également mis en place de débloquer le CIR, donc le crédit d'impôt recherche, pour toutes les sociétés qui l'avaient déjà eu l'année passée et qui doivent l'avoir cette année, de le déclencher par anticipation, très rapidement, et ne pas attendre les cycles et les conditions habituelles. Enfin, les conditions sont toujours les mêmes, simplement on va le déclencher plus rapidement, parce que ça va donner encore une fois une bouffée d'air au niveau trésorerie. Alors les CIR, c'est quand même plus d'1,5 milliard d'euros qui va être déboursé par le ministère pour combler les besoins. Ensuite, donc là, ce sont sur les actions directes qui ont été mises en place et qui permettent donc du coup à chaque startup. Alors excusez-moi, je regarde un peu les questions. Est-ce que, hop, je vais les lire, ce sera peut-être plus simple. Est-ce que toutes les banques ont une obligation de prêter à leurs clients d'entreprise? Non, il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça qu'on a fait ce prêt garanti à 90% pour les inciter. C'est-à-dire que c'est très difficile de refuser lorsque le prêt que vous demandez est garanti derrière à 90% par BPI. Donc ils ont très peu de risques. Donc c'est quand même compliqué de les limiter là-dessus. Enfin, j'espère pas que votre banque vous contraindra, vous refusera votre demande. Mais encore une fois, ça reste des entreprises privées dans lesquelles nous n'avons pas la main dessus. Ça répond à la question. Voilà. Alors du coup, est-ce que c'est le moment d'investir? C'est la question. D'investir où? C'est ça la bonne... je préciserai la question d'investir où. Alors là, je sors un petit peu de mon domaine de compétences, mais certains vous diront, la bourse étant très basse, bah, c'est le moment d'investir, parce que si on veut faire des performances, c'est souvent quand ça en bas dans le creux de la vague, dans le creux du V, et on attend que ça reparte en V pour y aller. Alors est-ce que ça va descendre encore plus bas? Probablement. Mais en tout cas, on est déjà assez bas pour potentiellement sur du assez long terme, même, on va dire 12, 18 mois, 24 mois, faire une performance espérée, mais ce n'est pas mon domaine de compétences. Si c'est le moment d'investir après dans les entreprises, dans les startups, si c'est ça la question, ça c'est propre à chacun. Je ne pense pas qu'à un moment les prix ne sont pas moins chers, les conditions ne sont pas meilleures, c'est la prise de risque, ça va vous sentir par rapport encore une fois au projet et à votre profil d'investisseur. Donc cette question, je fais un petit peu un joker sur la réponse. C'est un peu propre à chacun.
Ensuite, on a fait autre chose qui était donc de permettre, voilà, donc l'ensemble de ces 90% dont je parlais va représenter 300 milliards de garanties. D'accord, 300 milliards d'euros de garantie. Alors, c'est pas de l'argent qu'on débloque, c'est de la garantie. Ça veut dire que si jamais tout l'argent prêté à ce moment-là, tout le monde se cassait la gueule, ce qui n'arrivera pas en fait, on aurait 300 milliards d'euros de garantie. Donc ça montre en tout cas l'impact et la volonté en tout cas du gouvernement et de l'État d'être actif et de vouloir tirer vers le haut toute l'économie. On est assez optimiste sur la reprise par rapport aux besoins de consommation très standards. On sait qu'une entreprise qui existe depuis plusieurs années va reprendre. Alors elle a eu un petit peu un temps d'inflexion peut-être un peu plus long, mais qui va repartir. Il y aura peut-être certainement même des entreprises dans les secteurs peut-être un petit peu de tourisme, dans la partie un peu événementielle qui vont avoir des difficultés et il y aura des dépôts de bilan. Alors à noter sur la partie pas des dépôts de bilan, mais en tout cas des procédures collectives, tout a été décalé. Tout a été décalé, je vais vérifier exactement, de quelques mois, pour laisser en fait le temps à une entreprise qui était critique de pouvoir se redresser. On l'a décalé, je crois que c'est de 2 mois, je recherche les informations, ce qui va leur permettre de tenter soit de se relever et d'avoir une procédure un peu plus souple à ce moment-là. Ça, c'est sûr, cette partie voilà, pour recouvrir en tout cas l'économie à ce moment-là. Et donc, la conviction, en tout cas l'optimisme, il est sur le fait d'une reprise, parce qu'en fait, il y a quand même une bonne santé financière des grands groupes. Et ça, c'est hyper important, c'est que les grands groupes, les corporates, se portent bien. En tout cas, ils ne se portent pas plus mal juste avant la crise. Il y aura un impact évidemment sur leurs chiffres, sur leur rentabilité, mais ils sont structurellement plus solides que la crise de 2008, il y a un peu plus de 10 ans, il y a 12 ans, qui n'était pas la même, qui était le premier cas qui a déclenché la crise n'est pas la même cause. Donc c'est quand même une grosse différence, et c'est ce qui fait en fait quand vous avez des ménages qui ne peuvent plus consommer, qui ne peuvent plus s'endetter parce qu'ils sont au chômage, et donc du coup on connaît le cercle, je ne vais pas en faire un cours traditionnel d'économie, on connaît le cercle de consommation qui fait qu'on baisse et qu'on tombe dans une récession très forte. Il y aura une récession de fait, parce qu'on a tous arrêté de travailler, mais si on n'était pas sur 12 mois et qu'on était sur une année qui faisait 14 mois et qu'on gommait en fait ce mois-là, c'est comme si en fait on avait juste passé du temps, on avait vécu, mais tout était gelé en termes de charges et de rentrée d'argent. C'est comme si tout était postpone, enfin décalé d'un mois. Alors, c'est dans un monde idéologique, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, mais l'impact n'est pas le même. Je prends 2 questions du coup pour les startups qui imaginent faire une levée de fonds en 2020. Quelles perspectives, recommandations attendre 2021? Alors, attendre, non. Si est prévu de lever, il faut y aller, parce qu'encore une fois, l'avantage des fonds d'investissement, ils ont des enveloppes d'investissement qui sont souscrites en amont. Donc un fonds, pour rappel, un fonds généralement dure entre 8 et 10 ans. Il lève une enveloppe 100, 200, 300 millions d'euros pour investir dans des startups. Donc il a un cycle d'investissement. Dans ce cycle d'investissement, quand le fonds est lancé, c'est qu'il a déjà cet argent, qu'il a déjà des souscripteurs qui se sont engagés à contribuer à hauteur de 100, 200 millions, peu importe la taille du fonds. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une crise d'un mois qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont toujours les fonds et la possibilité de le faire. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de limite. Il y a des secteurs qui vont mettre beaucoup plus de temps à se relever. Plus de temps à se relever, notamment, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur le secteur, surtout sur la partie touriste, ça va être très compliqué. Toute la partie hôtellerie, toute la partie c'est quand même 6 à 7% de notre PIB, toute la partie activité tourisme. Donc oui, ça va être très compliqué. Je pense qu'il y aura des choses, mais ça, je ne peux pas m'engager du tout, qui vont être peut-être encore adaptées, propres à ce secteur-là. À noter que toute la partie restaurant sera moins impactée parce que pareil, hein, ça va venir des besoins primaires dès que ça va réouvrir et dès que l'activité, dès qu'on peut retravailler, circuler, eh bien, on va reconsommer. Enfin, encore une fois, ici, il n'y a pas avec le chômage partiel, il n'y a pas de perte de revenus, donc il n'y a pas de perte d'emploi surtout. Donc dès que vous reprenez votre activité quotidienne, vous allez aller tourner, faire les restaurants, mais pas forcément les touristes étrangers. Ensuite, qu'y a-t-il de prévu pour les startups des secteurs quel secteur le décalage vont-ils se décaler sur nouveau? Alors, pardon, j'ai pas très bien compris la question. Je crois qu'il manque un mot de quel secteur parlons-nous. Je vais prendre une autre question en attendant.
Cécile Duflot, directrice d'Oxfam France, souhaite qu'il n'y ait aucun dividende de versé pour les grandes entreprises. Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Souhaitable, enfin, encore une fois, c'est une question qui est assez. Je ne peux pas me prononcer dessus parce qu'il y a un parti pris, évidemment. Ce qui est certain, c'est de se dire une grande entreprise dans laquelle l'État est actionnaire, s'il y a un rôle de l'État d'avoir pris en charge des chômages partiels assez conséquents, assez forts pour toutes ces entreprises, ça pourrait s'entendre de dire que au lieu de redistribuer des dividendes, on pourrait l'utiliser pour combler un peu, que tout le monde joue le jeu. Mais encore une fois, là, c'est un point qui appartient au grand ministre de notre gouvernement de se positionner. Moi, personnellement, je pense que ça fait du sens que tout le monde y contribue. C'est pas forcément du 100% libéral économique, mais là, on est quand même dans quelque chose que personne n'a connu finalement. Même des grands économistes essaient de tirer des leçons. Il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte en fait. On lit pas mal d'articles ou de retours d'économistes sur la crise, la récession qui est plus forte que la crise de 1929 par rapport au subprime. On essaie de tout comparer, mais il y a un facteur qui n'est pas pris en compte, ou très peu, c'est le comportement du consommateur. Il y a une phase, il y a un, il y a un point psychologique qui est hyper important, la psychologie du consommateur. Comment vont sortir les Français, enfin même le monde, hein, les habitants de chaque pays, après 1 mois et demi de confinement? Quelle va être l'attitude? Cette envie de surconsommer pour rattraper, pour modifier un petit peu son attitude, ça, personne ne peut vraiment l'anticiper et le prendre en compte. Enfin, on essaye de l'estimer. Donc il faut essayer de décorréler les chiffres et ce qu'on a connu, parce que c'est vrai, avec justement un facteur très nouveau qui va être pour moi la psychologie et le comportement du consommateur, qui je pense, va jouer beaucoup de choses. Parce qu'on aura envie de refaire tourner notre activité, de revenir un peu à des fondamentaux, mais en tout cas à une vie qu'on a connue, qui forcément, on a du plus, du moins, mais en tout cas des choses qui nous conviennent dedans, peut-être en adaptant des choses à terme, mais en tout cas, il y aura peut-être cette volonté-là d'analyser et de voir comment on veut se positionner post-crise. Et ça, on ne peut pas trop l'anticiper. Donc, je pense que c'est un point à prendre. Je peux exprimer ma question coupée par un bug à l'oral, si possible. Oui, bien sûr, Jonathan, vas-y, prends la parole. C'était une question. Oui, alors excuse-moi, en fait, au moment où j'écrivais, j'ai mon appli qui a bugué. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour les secteurs qu'on a mentionnés qui vont être impactés beaucoup plus que certains autres secteurs, notamment hôtel, restauration, etc. Alors la restauration, je suis d'accord avec toi, hein, sur la partie salariat, ça va être pris, mais bon, on a parlé de décalage de loyer, hein, les propriétaires, ils ne vont pas annuler le loyer, et les restaurants, il va bien falloir qu'ils payent un jour ou un autre leur loyer. Donc ça peut potentiellement en tuer plus d'un. Ceci dit, les startups qui interviennent sur ce secteur-là, elles ont leurs clients historiques. Je parle en connaissance de cause, hein, j'en ai 3 qui sont sur ce secteur-là. Et pour le coup, tous les clients ont demandé des décalages de contrat, des décalages de paiement. Et pour le coup, ils ont demandé des décalages de paiement de quasiment d'1 an parce que ils disent que même le redémarrage va être compliqué. Là, tu parles qui a demandé des décalages? Les grands groupes? Il y a quelqu'un qui a mis… Ça hurle derrière, je ne sais pas si j'entends pas grand-chose. C'est les grands groupes, pardon Jonathan, tu parles, hein, c'est les grands non, groupes. c'est pas forcément que les grands groupes, mais même les petites entreprises, on dit pour des solutions un peu technologiques qui sont pas cœur business à la base, mais qui leur apportaient quelque chose en plus quand ils les ont prises. On dit bon bah c'est pas cœur business. De toute façon, vos factures, je les paierai pas pendant 6 mois. Que ce soit contractuel ou non, grosso modo, on a déjà des clients qui ont commencé à dire bon bah votre service, je vais pas le payer pendant 1 an. Donc parce qu'ils savent très bien que déjà à la fin du confinement, ça va pas être tout le monde en boîte et on va tous se coller serré. Je pense que ça va durer au moins 6 mois. Et que même dans les restaurants, on voit l'exemple coréen, l'exemple chinois, ils ont autorisé l'ouverture des restaurants au tiers de leur capacité, par exemple. Donc ça va faire quand même très très mal. Et pour des gens qui vont avoir une très grosse partie de leur marge grignotée là-dessus. Donc la question était, est-ce que, alors une fois de plus, je pas forcément des secrets, des secrets de Dieu qui seraient donnés, mais est-ce que BPI a déjà en tête un certain nombre de secteurs sur lesquels
ces aides précieuses et on les remercie tous les jours parce que la réactivité des opérateurs de BPI a été assez exceptionnelle. Moi, je l'ai vécu pour 3 boîtes. Est-ce que ces aides sont prévues pour être décalées un peu dans le temps parce que c'est bien 6 mois, mais moi, je sais que pour ces 3 boîtes en question, dans 6 mois, je pense pas qu'on fasse de chiffre d'affaires. Alors, j'entends. Alors après, encore une fois, sans jeter des fleurs un petit peu à BPI, à tout le travail qui a été fait, et puis au ministre Cédrico qui a tout mis en place, ils ont été très très réactifs, hein, comme tu as pu le voir, en l'espace de quelques jours, à peine une semaine. Donc, par exemple, ce plan French Tech Bridge qui a été mis en place, et les autres dispositifs ont été mis en place généralement pareil en soit à peine une semaine. Je pense qu'il serait possible d'être réactif et de le faire, mais ce sera plus du cas par cas, comme tu dis, ce sera post 6 mois. Donc, je pense que là, d'abord, tout le monde travaille pour calmer et essayer de stabiliser et de voir le retour sur début mai. Et après, il y aura, si toutes ces entreprises, s'ils sont moyen d'avoir un porte-parole qui vient porter un peu leur problématique, il y aura, à mon avis, des choses qui vont être mises en place. Moi, je ne peux pas m'engager, je comprends le sujet, il faut qu'il soit remonté, il faut voir qu'est-ce que cela représente en termes de taille et de nombre de sociétés qui sont directement impactées par ce post-6 mois. Je ne peux pas répondre plus que ça, en fait. Hein. Je n'ai pas les mots, je ne suis pas dans les petits papiers non plus directs du ministre pour le faire, mais si on peut, on passera un peu le message. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ça. En tout cas, c'était juste pour vous rappeler. Si vous êtes en train de faire un tour de table, il faut le finaliser, il faut le faire. Sachez que il y a donc le French Tech Bridge qui peut compléter en obligation convertible l'investisseur défaillant ou qui serait retiré. Si vous êtes sur une partie de prêt, vous avez donc les prêts PSI, un prêt soutien innovation avec les prêts garantis à hauteur de 90%, comme on l'a dit, ou 90% du montant garanti, les accords pour le PSI qui sont 25% du chiffre d'affaires ou 2 fois la masse salariale. Vous avez le prêt à tout, le prêt rebond, et après il y a des dispositifs de prêt standard que BPI a toujours mis en place sur la partie financement. On n'en a pas parlé, là c'était que des nouveaux dispositifs, c'est les standards qui sont, quand vous faites un tour de table, vous allez avoir la moitié du montant levé en prêt. Donc si vous faites un tour de table de 300 000 euros, vous devrez avoir un prêt complémentaire de 150 000 euros. Ça, c'est des choses qui continuent, qui perdurent et qui ne sont pas limitées. Il y a des concours d'innovation qui sont toujours en place. Tout ça est toujours suivi et vous êtes éligible, donc il faut en profiter. La BPI pourrait-elle se substituer autour des business angels? En fait, elle peut se substituer. Dans tous les cas, nous, on vient faire dans tous les cas du co-investissement. Donc, si c'est un business angel qui se retire, mais qu'il y avait un autre fonds qui devait y aller ou pas, on aurait pu y aller. En fait, on ne veut pas négocier, perdre de temps à faire une négociation de pacte, de valo, de conditions. On prend une term sheet qui était en cours et on se substitue à quelqu'un qui était lancé. Donc, ça va être du cas par cas. Si c'est 3 business angels et que c'est un peu fake et que c'est monté de toutes pièces, ça se verra et on ne le fera pas. Peut-on avoir un document en lien sur les différentes options de BPI? Oui, je vous le transfère après. Je vous envoie un slide récap qui reprend un petit peu ce dont je vous ai parlé. Alors, ça parle aussi des aides du chômage partiel. J'en ai pas parlé là maintenant parce que ce n'est pas des aides de BPI, mais c'est des aides de l'État. Je pense que tout le monde a un peu suivi. 84% du net qui est capé à 4,5 fois le SMIC maximum. Bien justifier le recours au chômage partiel. Parce qu'on sait déjà qu'il va y avoir des refus ou alors des demandes de remboursement post-crise. On ne veut pas qu'il y ait d'abus. En fait, c'est vraiment fait pour le commerce qui a dû fermer ou ceux où il n'y a pas de télétravail possible, des métiers très d'artisans, très, très forts. Quand il y a possibilité de le faire autrement, ou quand on a vu des entreprises, des sociétés qui avaient levé des fonds récemment, qui avaient plusieurs millions en banque, c'est compliqué de demander dans ce moment-là un chômage partiel pour toute cette boîte qu'on peut un petit peu gérer. Donc ça va être suivi de près parce que l'idée, quand même, encore une fois, c'est d'avoir une solidarité un peu civique et patriotique pour montrer qu'on est tous coude à coude pour passer cette crise. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ou à prendre la parole. Un petit comité, ça sert à ça. Moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que, alors ça dépasse peut-être BPI simplement, mais est-ce qu'une startup qui potentiellement viendrait tout juste de lever et qui du coup va probablement décaler de manière importante ses investissements
peut proposer, moyennant, je sais pas moi, rémunération de ce capital ou je sais pas, via BPI, pour pas avoir à faire la sélection des startups financées, pourrait, je sais pas, elle-même prêter ce surplus de trésorerie. C'est- Bon, déjà, c'est gentil de la part de de la boîte, mais je ne pense pas qu'elle ait levé 2 ou 3 milliards. Sinon, entre Non, non, guillemets, non, non, mais on parle pas en milliards, mais aujourd'hui, il y a des entreprises pour le coup il y a pas mal d'entreprises qui ont levé entre novembre et février, qui avaient pas forcément, non, je sais, ça fait partie des trucs. Je sais pas si ça peut être des mesures de soutien, des mesures je sais pas moi, de solidarité encouragée. non, c'est On voit toujours une aujourd'hui, question. Ouais, on ouais. voit aujourd'hui les grosses boîtes du CAC 40 qui ont fait des donations, qui ont mis à contribution leurs usines, qui ont refusé les aides de l'État sur les emplois aidés, etc. Dans le domaine startup, il y a beaucoup de boîtes qui ont closé. L'économie, franchement, Ouais. honnêtement, on ne sait pas comment l'économie va se relever aujourd'hui et le temps que ça va prendre. Vont avoir un cash potentiellement qui va servir à rien. Donc, autant. Ouais, ouais. Alors, c'est une bonne question. Bon, si ça représente un. C'est une question complètement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, moi je t'entends plus là. C'est bon, ça marche? Non? Du cash sur son compte, quoi. Alors, non, t'as raison, c'est une bonne remarque. En fait, je pense que si bout à bout, l'ensemble de cette trésorerie de par exemple, d'une vingtaine, d'une trentaine de startups représente quelque chose d'assez conséquent, ça peut avoir un sens d'essayer de structurer une méthode un petit peu de prêt, de financement de cette dette. Là, effectivement, aujourd'hui, que ce soit BPI, l'État, vont structurer leur dette auprès des grands corporés, des grands comptes, hein, des institutionnels. Euh, je pense que c'est compliqué de démultiplier après les initiatives pour si c'est des petits montants. Donc, et puis après, il y a un autre sujet, c'est que la startup qui est levée auprès d'un fonds d'investissement, elle devra justifier pourquoi elle place 5 ou 10 millions de dettes. C'est pas forcément autorisé par son conseil d'administration, par son board. Donc ça peut être un autre sujet. Mais bon. Donc c'est possible, je trouve que la démarche est solidaire, elle est bien. Peut-être pas aussi simple que ça à mettre en place. Et, euh, et après, est-ce que le pays a envie de s'endetter auprès des boîtes à quelle finance? Enfin, je peux pas faire que. Mais pourquoi pas? On peut réfléchir à la question. Si tu veux, on peut s'appeler après pour voir si on peut remonter un peu l'info avec un petit papier autour de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Non, bah écoutez, je sais pas si. J'espère que ça a été clair en tout cas. J'espère que vos activités respectives se portent bien. Enfin, se portent bien en tout cas. Pardon, vous avez pu en tout cas au mieux organiser, structurer cette phase d'arrêt de business et, euh, et qu'on essaye un petit peu de réfléchir sur l'après. Je pense qu'il faudra garder de son optimisme à tout niveau, sur la consommation des ménages, sur les investissements dans les entreprises, sur l'immobilier. En tout cas, moi personnellement, si tout s'arrête et tout reprend euh, plus ou moins normal début mai, je pense que ça sera pas. C'est possible, c'est envisageable. Si c'est plus long que ça sera compliqué. Je vous le conseille. Merci à tous, à très bientôt. Et, euh, et puis portez-vous bien, bonne santé pour vous et vos familles respectives. Salut Amos, salut tout le monde.